Nous allons continuer nos auditions de la matinée. Celle-ci fait aussi l'objet d'une captation vidéo. Et nous poursuivons nos travaux par l'audition de Madame Lise Alter, qui est la directrice générale de l'Agence de l'innovation en santé. Il s'agit d'une jeune agence qui a été lancée au mois de novembre dernier dans le cadre du plan Innovation Santé 2030 et dont Madame Alter est la première directrice générale. Vous savez, mes chers collègues, toute l'importance que notre commission attache à ce sujet. Le Sénat avait d'ailleurs adopté en février dernier, enfin 2022, une proposition de loi relative à l'innovation en santé qu'Annie Delmont et moi-même avions co-signée. Nous sommes donc particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui, Madame la directrice. Je vous invite à vous exprimer dans un propos liminaire et notamment nous présenter les conditions de la mise en place de votre agence, votre feuille de route, les moyens dont vous disposez pour les atteindre. Actualité oblige, vous pourriez peut-être également commenter les annonces faites hier par le président de la République en matière de lancement des nouveaux instituts hospitalo-universitaires, les nouveaux IHU et les bio-clusters. Il y a également, même si c'est un peu éloigné peut-être, mais la mission interministérielle qu'a lancée la Première ministre pour faire des propositions sur les mécanismes de régulation et de financement des produits de santé, dans lequel beaucoup de médicaments innovants sont inclus. Et il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet dans les auditions ou les rencontres que je fais ou que mes collègues font également dans ces domaines de l'innovation, des thérapies géniques et autres. Donc je vous laisse la parole, Madame Alter. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité, effectivement, et c'est une première ici, de vous présenter les missions, les objectifs et le contexte de la création de l'Agence de l'innovation en santé. Je vais essayer effectivement de vous dresser un petit peu le contexte de sa création, c'est sa feuille de route et le contenu de la lettre de mission. Et effectivement, je resituerai également les travaux de l'Agence de l'innovation en santé dans le cadre du plan France 2030 et des annonces majeures dans le domaine de la recherche biomédicale d'hier. Alors, l'Agence de l'innovation a été envisagée dans le contexte du lancement du plan Innovation Santé France 2030 en octobre 2021. L'agence était d'ailleurs une des mesures de ce plan. Un plan qui concerne évidemment tous les domaines de l'innovation bien au-delà de la santé. C'est un plan de 54 milliards d'euros autour de 10 verticales, dont l'objectif est vraiment d'investir dans l'ensemble des domaines relatifs à l'innovation, depuis la recherche fondamentale en passant par le transfert de technologies, l'innovation et l'industrialisation dans l'ensemble des verticales, avec un enjeu fort en matière de décarbonation et de part de financement au service des acteurs émergents, notamment start-up et ETI. S'agissant de la santé, 7,5 milliards d'euros dédiés à la santé, avec, là encore, cette volonté vraiment très claire d'investir à la fois le domaine de la recherche fondamentale, de la recherche translationnelle, de la recherche clinique, de l'accès au marché et de l'industrialisation et de la production, en assurant vraiment un continuum pour faire en sorte que les innovations puissent non seulement émerger de la recherche française, mais ensuite réellement être développées sur le territoire national pour pouvoir ensuite bénéficier aux patients. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu majeur de ce plan Innovation France 2030. Sur ces 7,5 milliards d'euros, et donc je vais faire tout de suite le lien avec les annonces d'hier, environ 1,5 milliard sont dédiés à la recherche biomédicale, avec une politique de site extrêmement ambitieuse, donc autour évidemment d'annonces faites autour de bioclusters qui vont être des clusters de dimension mondiale, avec un exemple pris notamment sur le cluster de Boston. Donc en France, un premier biocluster avait été annoncé à Paris-Saclay autour du cancer. Donc d'autres clusters ont été annoncés hier, notamment autour d'enjeux extrêmement important aussi et qui connectent bien les stratégies du plan France 2030. Je pense notamment aux enjeux de la bioproduction et des maladies infectieuses émergentes et des vaccins. Également des annonces faites hier autour de nouveaux instituts hospitalo-universitaires, donc des centres d'excellence qui avaient déjà été lancés par le passé, et donc on continue sur cette lancée avec cette
conviction que finalement c'est aussi à travers une politique de site, donc au sein de ces structures, finalement connecter les enjeux, là encore, des équipes de recherche, des entrepreneurs, des industriels également et des équipes de soins pour faire en sorte que les innovations puissent se développer et qu'on puisse également réussir à la phase de transfert de technologie pour accélérer le passage de la recherche au partenariat, notamment avec des entrepreneurs pour faire vivre ensuite ces innovations et les déployer en France pour qu'elles arrivent ensuite directement aux patients. Au-delà de ces sites importants, donc Biocluster et IHU, des investissements majeurs dans la recherche également accordés aux cohortes, structuration des cohortes anciennes et nouvelles, aux biobanques, aux enjeux également d'attractivité de la recherche clinique avec une 50aine de chaires en santé pour attirer des talents sur le territoire national et donner aussi envie aux chercheurs français de rester en conduisant des projets de recherche avec des équipements extrêmement coûteux, donc leur permettre vraiment d'avoir les moyens de conduire leur recherche en France. Donc voilà, des investissements majeurs sur la recherche et puis ensuite des investissements conduits par stratégie d'accélération. Donc 2 milliards d'euros sont dédiés à ces grandes stratégies que je vais vous rappeler. Donc en priorité biomédicaments et bioproduction, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on est extrêmement dépendant de nos importations en matière de biomédicaments. Moins d'une dizaine de biomédicaments sont produits en France sur le territoire national. Il est clairement envisagé d'en produire au moins une vingtaine à horizon 2030 pour prévenir justement notre dépendance face à ces biomédicaments qui représentent aujourd'hui la majorité des innovations. Et on estime qu'à horizon 2025, parmi le top 100 des médicaments prescrits, au moins la moitié représenteront des biomédicaments. Et vous rappeliez aussi les enjeux de la mission sur la régulation et le financement des produits de santé. On a bien en tête que les enjeux relatifs aux médicaments de thérapie innovantes sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, j'ai à mes côtés M. Fong Nguyen, qui est notre responsable prospective au sein de l'agence. Et nous nous attelons, et c'est une des missions prioritaires de l'agence, à mettre en place un système d'horizon scanning, en tout cas de veille et de prospective en santé, pour pouvoir anticiper l'arrivée des innovations sur le territoire et mieux préparer le système de santé à les intégrer à la fois sur le plan organisationnel et financier. Ça, c'est un enjeu majeur qu'on a de connecter ces initiatives pour être certain que notre système ne subisse plus l'arrivée des innovations, mais soit vraiment dans une capacité à les anticiper pour mieux préparer notamment l'environnement hospitalier, en tirant leçon un petit peu des expériences passées. Donc voilà, médicaments de thérapie innovante, c'est extrêmement important. Deuxième stratégie d'accélération autour des maladies infectieuses émergentes et des menaces NRBC, donc nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Là encore, une stratégie qui tire son origine, évidemment, de la crise Covid, comme vous le savez. L'objectif est vraiment de faire en sorte que notre système de santé soit mieux préparé par rapport à la survenue possible de crises, qui sera difficile, évidemment, d'anticiper parfaitement, mais en tout cas, pouvoir prioriser un certain nombre de pathogènes prioritaires et de développer des contre-mesures, mais aussi faire en sorte que notre système soit plus résilient et adapté à la réaction, notamment face à des crises sur les aspects plus organisationnels et réglementaires. Et puis enfin, une stratégie d'accélération autour du numérique en santé, qui est pilotée par un coordinateur sur cette stratégie qui est au sein de la DNS, la délégation au numérique en santé au ministère de la Santé. Et vous connaissez, évidemment, vous êtes extrêmement sensibilisés à ces enjeux du numérique qui aujourd'hui sont un enjeu majeur du système, que ce soit sur le volet data, données de santé, mais aussi organisation des soins, télésurveillance, téléexpertise, téléconsultation. On voit bien aujourd'hui que le numérique irradie l'ensemble de notre système et contribue aux innovations organisationnelles qui sont clés dans le contexte de l'accès aux soins, donc qui rejoignent des enjeux beaucoup plus larges. Évidemment que l'innovation, mais c'est fondamental de les intégrer dans ces enjeux en matière d'innovation. Et puis enfin un plan sur le dispositif médical innovant qui a été surajouté secondairement, mais qui est majeur également, puisqu'on voit bien aujourd'hui l'importance d'investir ce domaine avec notamment tout ce qui va être des innovations mixtes en matière de dispositifs qui embarquent de l'intelligence artificielle évidemment également, qui vont concerner aussi le bloc de demain avec tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la robotique, les prothèses évidemment. En tout cas,
il est vraiment important d'investir ce domaine où on voit bien aujourd'hui qu'on est en difficulté en France, en Europe aussi, mais particulièrement en France, sur notre capacité à avoir des évaluations par les organismes notifiés rapides et efficaces qui permettent d'avoir des débouchés à ces innovations qui naissent très souvent de la recherche française, mais qui ensuite sont lancées dans d'autres pays en Europe et dans le monde, aux États-Unis évidemment de façon majeure avec des agréments FDA qui sont beaucoup plus rapides que les agréments par les organismes notifiés, marquage CE. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important auquel l'agence est sensibilisée, mais à ce stade quand même un niveau d'inquiétude, mais je vous en parlerai un peu plus précisément pour vous indiquer ce qu'on a décidé d'entreprendre pour essayer de traiter ce sujet. Donc évidemment la mission prioritaire de l'agence, et c'est la raison pour laquelle elle a été créée, entre autres, ça va être de suivre et de piloter les mesures et les crédits de ce plan France 2030 sur la verticale santé, mais bien au-delà de ça, et ça reflète bien la spécificité du secteur de la santé qui est extrêmement régulé et normé, et dans un objectif également de conserver notre système de solidarité nationale et de faire en sorte qu'il puisse être soutenable. L'Agence de l'innovation en santé donc, a pour mission d'investir le champ de la prospective en santé. Encore une fois, je le répète, c'est fondamental pour avoir cette vision globale et se préparer sur le plan financier et organisationnel à l'arrivée des innovations. Également sur la base des besoins médicaux non couverts, d'aider les ministères à définir les priorités en matière de recherche, puisque c'est aussi en regardant ce qui arrive dans le pipeline de développement et en matière d'innovation de rupture qui se développe, quels sont les cas d'usage qui peuvent survenir dans le domaine de la santé. C'est aussi comme ça qu'on va permettre, là encore, de prendre les bonnes décisions, notamment en matière d'investissement de la recherche, en lien avec l'interministériel. Ce qui n'est pas contradictoire avec l'idée également de soutenir des projets de recherche qui viennent du terrain et qui ne sont pas nécessairement drivés par le niveau national, mais je pense que les deux approches doivent être complémentaires. Les deuxième et troisième missions qui se traduisent par des pôles à part entière au niveau de l'Agence de l'innovation en santé concernent l'accélération et la transformation et l'accompagnement des projets innovants. Avant de vous les décrire, je voudrais juste vous rappeler que l'Agence donc, a une lettre de mission de la Première ministre. Elle est rattachée au Secrétariat général pour l'investissement. Elle a donc cette vocation interministérielle qui est importante d'avoir en tête puisque je pense que c'est vraiment ce qui la singularise et ce qui justifie même son existence. L'idée étant vraiment de connecter les enjeux de la recherche, du soin, de la santé et de l'industrie. Je pense que c'est en ayant cette vision holistique et globale qu'on réussira vraiment à faire émerger les innovations et à traiter ce sujet de façon complète. Donc le deuxième pôle, qui est le pôle accompagnement, a pour mission, comme son nom l'indique, d'accompagner les projets innovants prioritaires. Lorsque l'agence a été envisagée, il était souhaité qu'elle puisse faire office de guichet unique, puisque, comme vous le savez, c'est très compliqué pour les porteurs de projets innovants en France de se repérer, d'être certain de s'adresser au bon guichet ou au bon interlocuteur au bon moment, d'anticiper les étapes successives, notamment dans le contexte de leur plan de développement, et d'anticiper notamment les demandes qui seront faites par les autorités de santé ultérieurement. Néanmoins, aujourd'hui, l'agence est une petite structure d'une dizaine de personnes. On sera 15 quand on sera au complet. Donc, elle ne pourra pas, évidemment, faire office de guichet unique à ce stade, même si voilà, elle a vocation aussi peut-être à se développer. Donc, on va fonctionner selon une logique, d'une part, de priorisation des projets innovants. On a ouvert en ligne une démarche simplifiée qui permet aux porteurs de projets de se faire connaître auprès de l'agence. Et puis, à ce stade, nous fonctionnons aussi sur une logique partenariale, notamment avec l'ensemble des régions, puisqu'il est important de capitaliser sur tous les dispositifs d'accompagnement qui sont faits au niveau régional. On travaille notamment avec tous les services de l'État en région, avec les pôles de compétitivité, avec les régions elles-mêmes, et les incubateurs et accélérateurs au niveau des territoires. Donc là, on a entrepris un tour de France de l'innovation en santé qui nous permet vraiment de commencer à identifier nos interlocuteurs au sein des régions pour pouvoir amplifier finalement notre dispositif d'accompagnement et faire en sorte que les bons projets nous soient remontés de façon très sélective pour pouvoir réellement avoir une capacité à être le plus efficient possible dans ce dispositif d'accompagnement, qui est un dispositif qu'on a mis en place selon 3 grands volets. Un premier volet qui est un volet accès prioritaire. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à négocier avec nos partenaires et notamment les autorités de santé des processus accélérés pour les projets innovants prioritaires labellisés par l'AIS, qui ne seront pas des projets qu'on va choisir seuls, bien évidemment, mais en lien avec l'interministériel et les agences concernées, puisque ce sont elles qui seront en premier lieu concernées par ces dispositifs accélérés.
Donc ça va concerner notamment les autorisations pour le lancement des essais cliniques. On a un enjeu en France, même si beaucoup d'efforts ont été réalisés dans le domaine de la recherche clinique depuis les dernières années, à avoir la capacité à mener des essais de phase précoce. On sait qu'aujourd'hui, pour que les patients aient accès aux produits innovants, il est majeur que les essais de phase précoce puissent se mener aussi en France pour pouvoir ensuite réellement se développer de façon harmonieuse et que les praticiens hospitaliers, les cliniciens puissent avoir accès à ces traitements. On sait qu'il y a notamment dans les médicaments de thérapie innovante des enjeux organisationnels à travailler, et c'est aussi en ayant accès aux produits le plus tôt possible que cela peut se mettre en place, sachant que sur des médicaments de thérapie innovante, on voit bien qu'on a aujourd'hui des modèles qui sont assez différents de ce qu'on a pu connaître par le passé, avec des centres de production qui vont être assez peu nombreux en Europe et des centres de traitement également qui risquent de ne pas être extrêmement nombreux, puisque ça nécessite des organisations extrêmement particulières. Le deuxième volet du process accompagnement que l'agence va mettre en place, c'est un volet qu'on va appeler hors cadre, pour permettre de faire évoluer le cadre, qu'il soit réglementaire, juridique, organisationnel, pour permettre aux innovations qui sont tellement disruptives qu'elles sont totalement... elles ne peuvent pas rentrer dans le cadre existant. Et donc là, c'est notre équipe et notre pôle accélération accompagnement qui va contribuer, en lien avec, encore une fois, les ministères et les institutions, à faire évoluer le cadre existant. Et puis enfin, un accompagnement qu'on va appeler passage à l'échelle, pour vraiment permettre aux innovations de trouver les conditions les plus favorables pour se déployer, que ce soit en France ou à l'international. Donc voilà un petit peu pour la déclinaison de ce processus d'accompagnement, et donc le dernier pôle de l'agence qui va contribuer sur un plan beaucoup plus systémique et structurel à l'accélération et à la transformation du cadre existant, si c'est nécessaire, pour pouvoir accélérer le développement des innovations. Merci. C'est vrai que l'agence d'innovation en santé, au départ, tout le monde a dit, mais pourquoi créer une nouvelle agence? Il y a déjà pas mal d'agences dans le paysage, c'est déjà assez complexe. Néanmoins, moi je défendais cette idée d'agence de l'innovation en santé, dans la mesure où vous étiez attendu quand même comme justement ce fédérateur, et le rattachement interministériel me semble bien, ce fédérateur et ce qui allait être ce simplificateur par rapport au FATRA, qui est celui de l'innovation et des difficultés que rencontrent les chercheurs, les promoteurs ou autres. Donc, j'ai bien compris que le guichet unique avec 15 personnes n'était plus possible. Mais si vous pouvez, je vais laisser la parole ensuite à Annie Delmont qui a préparé des questions, qui a fait un rapport sur l'innovation, avec Véronique Guillotin également. Un peu nous préciser comment vous allez vous positionner dans ce paysage par rapport aux autres agences. Et puis par rapport au choix des IHU hier, moi j'étais partie on avait dit il y aura une sélection de projets, il y avait une première sélection, il y avait eu ensuite des oraux qui ont été passés par les candidats aux IHU. Moi j'étais en lien notamment avec Anne Salomon sur l'IHU cancer des femmes de Curie. Et puis en fait on arrive à une forme quand même si j'entends que tous les projets étaient bien, mais une forme de plus de saupoudrage, le terme est peut-être un peu exagéré, puisqu'on est sur un nombre supérieur d'IHU choisis, avec de fait, puisque l'enveloppe était constante, des financements moindres pour chaque IHU. Ça traduit un peu cette difficulté qu'on a à prioriser et à choisir finalement. On le voit dans plein de domaines. On l'a vu hier quand on a fait une audition sur les données de santé très intéressante. C'était ça un peu. On a du mal à choisir par rapport à d'autres pays, à bien structurer. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Mais Annie a préparé des questions. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Directrice Générale. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes par rapport à l'arrivée de cette agence d'innovation en santé. Bon, on voit bien là qu'on n'est pas en rythme de croisière, que vous allez évoluer. Est-ce que je pense que les compétences actuelles de l'agence vont s'enrichir.
est-ce que vous pensez qu'on va arriver, in fine, quand même à un guichet unique? Voilà, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est encore en discussion. Et d'autre part, j'aurais voulu savoir où en était le déploiement du plan innovation en santé pour 2030, que normalement l'Agence pour l'innovation en santé est chargée de suivre. Et il y a une autre question aussi. L'Agence de l'innovation en santé a été créée pour l'investissement et placée sous l'autorité de la Première ministre. Qu'est-ce que ça apporte, ce positionnement? Et normalement, on pensait que c'était plutôt une compétence nationale. Est-ce que vous allez garder un certain niveau d'autonomie par rapport à ça? Et enfin, de quels moyens financiers et humains est-ce que vous allez disposer en vitesse de croisière cette fois-ci? Très bien. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup pour ces questions. Madame la Présidente, je vais répondre sur votre question qui est effectivement tout à fait pertinente sur la question de notre capacité avoir une vision claire des priorités portées. Alors je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. D'une part, de façon très très concrète sur les décisions qui ont été prises sur les IHU et annoncées hier. Je pense qu'il faut quand même souligner que ces décisions ont été prises sur la base des retours d'un jury indépendant et qui a souligné de façon très très claire, la très grande qualité scientifique de tous les projets qui ont été lauréats hier. Donc je pense qu'on ne peut que se féliciter d'avoir des projets vraiment particulièrement intéressants sur le plan scientifique, avec des équipes de grande qualité que je tiens vraiment à souligner. Donc voilà, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, si on le voit à moitié plein, on a vraiment des beaux projets en France. Je pense que c'est un très bon message aussi. Et ça va encourager aussi à ces projets à vraiment voir le jour, à se concrétiser. Et puis, je voudrais souligner aussi qu'effectivement, il y a un certain nombre de projets qui sont peut-être moins mûrs ou en tout cas qui nécessitent un accompagnement plus fort que d'autres. Mais je tiens vraiment à souligner que c'est des projets qui, en termes de santé publique, sont majeurs. Une répartition géographique. Tout à fait. Pas que parisienne. Ou exactement. Et ça, c'est bien. Je sais que le choix était très difficile. Oui, et puis voilà, si je peux citer les projets émergents sur le domaine de vieillissement, notamment sur le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On a des projets aussi extrêmement importants sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Donc je pense que voilà, c'est quand même des projets majeurs en termes de santé publique aussi qui convenaient de soutenir, me semble-t-il. Donc je pense que ces projets-là méritent non seulement d'être suivis, mais d'être particulièrement encouragés. Alors après, pour aller peut-être et pour rejoindre sur le sujet de la prospective et de notre capacité peut-être à définir des lignes stratégiques claires sur nos priorités, y compris en matière de santé publique, je pense que l'idée aussi de travailler sur la prospective en santé et sur les besoins médicaux non couverts va nous aider collectivement pour le futur et en lien, encore une fois, avec l'ensemble des ministères et l'INSERM, à définir nos priorités en matière de recherche et peut-être aussi, si nous faisons des appels à projets futurs ou des appels à manifestation d'intérêt, être capable de bien cibler nos priorités, peut-être pour faire émerger aussi des projets prioritaires sur certaines thématiques. Mais encore une fois, je ne peux, en regardant les projets sélectionnés et financés hier, que me réjouir de la diversité, à la fois sur le plan géographique et sur le plan des thématiques de santé publique. Sur les aspects des compétences de l'agence et du guichet unique. Il va de soi que si vous m'interrogez à titre personnel, je serai non seulement très enthousiaste, mais je pense que ça répond à un besoin majeur de l'écosystème de faire office de guichet unique. Parce que si on veut simplifier jusqu'au bout, vraiment, et remplir cette mission de guide et d'éclaireur pour les porteurs de projets, que ce soit des porteurs publics ou privés, ça ferait tout à fait sens, ça serait tout à fait logique que l'agence puisse être un guichet unique. Et je serais la première à avis si ça pouvait se concrétiser. Aujourd'hui,
L'agence, c'est une dizaine de personnes, encore une fois, sur les missions du suivi du plan Innovation Santé France 2030. Donc, je récupère des ETP qui étaient au secrétariat général pour l'investissement. Et puis, on a des missions qui, vous l'avez vu, sont quand même assez vastes, avec tout le sujet de la prospective, le sujet de l'accompagnement. J'ai 4 personnes qui vont être en charge de l'accompagnement et 3 personnes sur les enjeux d'accélération et de transformation. Donc, c'est vrai qu'avec 4 personnes qui font de l'accompagnement, faire un guichet unique, c'est aujourd'hui pas possible, soyons clairs. Sinon, le risque en affirmant le fait que je suis un guichet unique, c'est que je vais créer un goulot d'étranglement et être totalement contre-productive et déceptive. Donc je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des montages possibles. En tout cas, ça reste dans les projets, très clairement. Et je serais ravie de pouvoir le faire. Effectivement, l'agence est en charge du suivi du plan Innovation Santé France 2030. Je pense que une grosse partie du plan, c'est quand même tous ces enjeux en matière de recherche biomédicale. Et on l'a vu hier, le plan avance très très clairement aujourd'hui, avec ces infrastructures en matière de biologie santé, les chaires, les appels à projets qui vont être lancés, ces bioclusters et ces IHU qui ont été annoncés, avec lesquels on va pouvoir travailler désormais pour pouvoir concrétiser un petit peu leur déploiement et leur lancement. Sur l'ensemble des stratégies d'accélération, tous les appels à projets ont été lancés également. Alors évidemment, ça se décline au fil de l'eau, mais je pourrais bien évidemment vous communiquer les résultats chiffrés pour chaque stratégie d'accélération, mais qui se déploie très fortement. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, on est autour de 13 milliards d'euros sur les 54 milliards d'euros du plan France 2030 sur toutes les verticales. Donc voilà, les choses se déploient de façon assez harmonieuse. Bien évidemment, on va poursuivre les efforts pour ce déploiement, en particulier sur le plan DM Innovant qui a été lancé secondairement et qu'on va s'attacher à suivre. Peut-être vous indiquer aussi qu'au-delà des stratégies déjà existantes, nous réfléchissons aussi au sein de l'Agence de l'innovation en santé, même si à ce stade, évidemment, aucun arbitrage n'a été fait et ce sont des réflexions tout à fait préliminaires, mais nous sommes particulièrement intéressés, et c'est dans la lettre de mission de l'agence, à une réflexion autour de la contribution de l'innovation à la mise en œuvre d'une politique de prévention ambitieuse, pour reprendre les termes de la lettre de mission. Et il nous semble que l'agence de l'innovation étant rattachée évidemment au ministère de la Santé et de la Prévention, parmi les 3 ministères auxquels nous rapportons, et on parle bien du ministère de la Santé et de la Prévention, il nous semble que c'est une composante qui est peut-être pas suffisamment, comment dirais-je, mise en exergue au niveau du plan Santé France 2030, donc on aimerait enrichir possiblement ce plan avec cette composante qui nous paraît majeure, avec aujourd'hui notamment un certain nombre de dispositifs qui n'ont pas aujourd'hui la capacité de se déployer en matière de prévention parce que pas de cadre, soit d'évaluation, soit de prise en charge, et ça nous intéresse de travailler sur ce sujet. Donc peut-être un élément complémentaire qu'on aimerait apporter. Et en matière d'autorité, effectivement, l'agence est placée sous l'autorité de la Première ministre, puisqu'elle est, elle est rattachée administrativement au secrétariat général pour l'investissement. Je pense que là aussi, la lettre de mission laisse une certaine forme d'ouverture sur ce que deviendra l'agence et son statut juridique, notamment. À ce stade, c'est vrai que l'agence n'est pas... n'a pas de statut propre, elle est un service du secrétariat général pour l'investissement, ce qui a eu la capacité de permettre à l'agence de se créer très rapidement sans passer par un texte législatif quel qu'il soit, qui ancre dans le marbre ou qui grave dans le marbre ses missions. Néanmoins, c'est vrai que sur le plan notamment budgétaire, l'agence étant une mesure du plan, son budget donc, qui représente 100 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030, n'est pas mobilisable, donc je n'ai pas la capacité aujourd'hui de mobiliser du budget puisque ce budget doit passer par un opérateur, le secrétariat général pour l'investissement ne pouvant pas mobiliser lui-même du budget France 2030. Donc c'est vrai qu'à ce stade, moi je n'ai pas de budget propre, évidemment, et ça fait partie des sujets sur lesquels effectivement il faudra certainement mener des réflexions pour permettre à l'agence d'avoir la capacité à se développer et à mener à bien ses missions. Sur le plan humain, donc effectivement aujourd'hui l'agence, avec le suivi du plan France 2030 qui avait déjà un certain nombre de TP, nous sommes 15. Tout dépendra de l'ambition qu'on veut donner à l'agence. Il y avait aussi toute une réflexion autour
d'une Barda à la française et des enjeux apportés également le sujet de la résilience face aux crises au niveau de l'international, d'être un interlocuteur de HERA. Là encore, tout dépendra de la place qu'on veut donner à l'agence sur ces aspects-là. J'ai été évidemment en lien avec la mission Courrèges sur les réflexions autour d'une mission de crise au sein du ministère. Donc je pense que tout ça devrait être réfléchi également en articulation avec ces réflexions et les conclusions de ces missions, puisqu'il ne s'agit évidemment pas de dupliquer ce qui devra être fait, mais plutôt travailler en coordination avec ces réflexions qui sont en cours. Merci. Annick Jacquemet. Merci, Présidente. Merci, Madame Alter, pour votre exposé. En tout cas, on vous sent passionnée par votre fonction. Je vous souhaite pleine réussite dans vos missions. Moi, j'avais 2-3 petites questions à vous poser. Je suis membre de la commission d'enquête sur la pénurie des médicaments. On sait qu'en France, ce sont un peu plus de 3000 médicaments qui sont en situation de pénurie, sans compter ceux qui sont en tension. Et c'est 37% de la population qui est en manque de certains médicaments. Alors, est-ce que dans vos missions, vous avez justement cet axe-là qui est de soutenir l'industrie pharmaceutique pour pallier à cette pénurie ? Deuxième question, il y a beaucoup on parle toujours de la fuite des cerveaux, puisque je crois qu'il y a 13% de nos chercheurs qui travaillent à l'étranger. Comment est-ce que vous allez pouvoir les attirer en France finalement, parce qu'on aura besoin de toute cette matière grise pour travailler sur ces différents sujets. Et enfin, on a vécu pendant l'épidémie Covid, là, on a attendu vainement un vaccin français. Comment est-ce que vous allez travailler dans les années à venir, justement, pour mettre en place une structure qui nous permette de répondre rapidement aux nouvelles maladies infectieuses qui pourraient arriver? Merci. Jocelyne Guidez. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je suis toujours étonnée qu'on fasse des millefeuilles alors qu'il y a des structures qui existent déjà et je ne vois pas trop ce qui vous différencie un peu des autres, surtout qu'on ne vous donne pas de moyens financiers, d'après ce que vous nous avez dit. Mais bon, ça, c'est une réflexion personnelle. Je voudrais savoir si vous avez des partenariats avec des autres pays par rapport à votre travail et par rapport à l'innovation, et si oui, lesquels? Et moi, je voudrais terminer, puisqu'on n'a pas d'autres inscrits. J'ai rencontré lundi une biotech et thérapie génique. Alors, on sait bien que la grande majorité de l'innovation est faite par ces biotech. Vous l'avez évoqué, notamment dans le cas des thérapies géniques, puisque c'est le sujet que j'abordais lundi. En effet, du médicament de rupture avec des effets thérapeutiques de long terme, mais souvent à prise unique. Or, ces biotech, elles restent très fragiles économiquement et il semble nécessaire peut-être de mettre pour ces traitements des mécanismes de tarification adaptés. Est-ce que vous, au sein de l'Agence d'Innovation en Santé, par rapport à la mission qu'a lancée Elisabeth Borne sur ce sujet, est-ce que vous avez des propositions de mécanismes? Est-ce que ce sera le rôle de l'Agence de faire des propositions? On parle de la création d'un label, par exemple, pour ces biotech, ou alors dans le cas du paiement, est-ce qu'on peut leur accorder un paiement majoré lors de la première administration du traitement, parce qu'elle semblerait être concernée par un problème plutôt d'étalement des paiements. Alors c'est très technique ce que je dis, est très particulier, mais est-ce que l'agence, ma question pour être plus simple, est-ce que l'agence va faire des propositions dans ce sens pour favoriser les biotech, pour éviter qu'elles soient en difficulté et qu'elles partent ailleurs? Alain Milon avait une question aussi. Oui, merci Madame la Présidente. Madame, je vous ai écouté avec peu d'attention au départ, parce qu'il y a beaucoup d'attention à la fin, et j'avoue que je n'ai pas tout compris. Vous dites que vous êtes directrice d'une agence pour laquelle les statuts n'ont pas encore été mis en place, si j'ai compris ce que vous avez dit. Comment pouvez-vous donc justifier votre titre de directrice? Ensuite, quel va être selon vous le positionnement de votre agence par rapport à l'INCa, par exemple,
par rapport au plan présidentiel anti-Alzheimer, anti-autisme, par rapport aux biotech, par rapport aux universités, aux recherches universitaires, par rapport au CHU, par rapport à certains hôpitaux comme Gustave Roussy qui font des recherches considérables. Est-ce que vous êtes une agence dans le cadre de l'innovation de la santé qui va financer ou une agence qui va faire des recherches? Annie Delmont, vous voulez compléter ces questions? Voulu compléter, on a eu une audition très intéressante avec la commission de transparence de la HAS récemment. HAS que vous connaissez bien. Et je voulais savoir comment vous allez vous articuler par rapport à elle. Je ne vous reconnais pas comme directrice. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais je vais essayer de vous expliquer. Donc déjà, il y a d'autres agences de l'innovation qui existent. Donc je ne crée pas un précédent. Notamment l'agence de l'innovation défense. Non, mais vous allez voir, je vais essayer de vous rassurer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce que c'est une agence qui a fait beaucoup de bien à la DGA notamment. Cette agence de l'innovation défense a été créée vraiment pour créer une... c'est dans la défense évidemment, donc tout n'est pas transposable. Mais pour stimuler, pour créer vraiment un changement de l'intérieur, pour favoriser tous ces enjeux d'innovation. Et on sait à quel point... y compris dans le domaine de la défense, tous les enjeux de santé ont été intégrés pendant la crise Covid notamment. Donc cette agence avait un statut juridique de service à compétence nationale. Donc c'était un service de la DGA. Et il y avait bien un directeur là aussi, qui est toujours là d'ailleurs, Patrick Aufort, donc qui travaille au sein de la DGA. Donc c'est une structure, effectivement, et c'est une petite structure. Je pense que les agences d'innovation, même si elles peuvent se développer évidemment, et d'ailleurs le rapport de préfiguration de l'agence de l'innovation en santé prévoit une agence d'environ 80 personnes, ça n'a pas vocation non plus à devenir des monstres, bien évidemment. Mais voilà, toute la question est de savoir jusqu'où on va et quelles sont les missions, sans évidemment... et je réponds aussi à votre question, madame, en tout cas en essayant de ne pas tomber dans l'écueil d'un millefeuille. Et ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. L'agence de l'innovation en santé a vraiment vocation, et c'est pour ça que son rattachement interministériel est intéressant et important, à faire en sorte de stimuler, de coordonner et de faire en sorte que justement tous les efforts des uns et des autres ne soient pas contre-productifs, mais aillent dans le même sens. Ça a l'air effectivement de rajouter une couche, et moi-même, quand j'ai pris mes fonctions, je vous avoue que je me suis aussi posé la question, mais je le vois tous les jours. Parfois, il faut perdre un petit peu de temps pour en gagner, et notamment perdre un peu de temps de coordination et de raccrocher les wagons pour être sûr qu'on va dans la même direction. Et on voit bien que sur notamment les commandes de vaccins pendant la crise Covid, il y avait des enjeux interministériels forts, et s'il y avait une structure peut-être en capacité de coordonner, de piloter un petit peu tout ça, ça aurait certainement aidé à bien à avancer dans le bon sens tous ensemble. Je ne dis pas que c'est simple, bien au contraire, et je vis tous les jours l'exercice de l'interministérialité. Je sais que c'est pas trivial, mais c'est d'autant plus important qu'il y ait cette structure-là. Donc peut-être pour vous répondre, à ce stade, l'agence n'a pas le statut de service à compétence nationale comme là, l'agence de l'innovation défense ou même l'ANSSI sur la cybersécurité, qui est aussi un service à compétence nationale. Néanmoins, dans ma lettre de mission, il est clairement indiqué que le statut juridique de l'agence devra être réfléchi. Donc il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées dans le cadre du rapport de préfiguration, un GIP ou un service à compétence nationale notamment. Donc voilà, les choses sont en cours de réflexion, et ça a un impact effectivement surtout pour le budget, pas tellement pour la capacité de l'agence à avancer concrètement, puisque je le fais déjà et j'attends pas d'avoir un statut juridique pour travailler. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose que les choses soient lancées concrètement pour pouvoir avancer. Et voilà, je pense que en tout cas, le fait que je sois directrice et que je gère cette agence, à part cette question de statut juridique, j'ai quand même une lettre de mission de la Première ministre qui assoit ces missions-là. Et je pense que ça ne m'empêche pas de travailler aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Complètement, mais c'est pas grave. Oui, par contre, vous me demandiez comment et ça, effectivement, il faut que je réponde à la deuxième partie, comment j'interagis avec l'INCa, avec les priorités de santé publique du gouvernement, avec les universités, les CHU, et est-ce que je suis une agence de financement ou de recherche?
encore une fois, l'agence n'a pas vocation à se substituer aux agences existantes. Je ne vais pas reprendre les missions de l'INCa ou les missions de la Haute Autorité de Santé ou de la NSM, qui sont des agences et des opérateurs qui ont un rôle d'évaluation pour la HAS, un rôle également pour la NSM d'agence du médicament. En revanche, j'ai un rôle de coopération, de partenariat avec ces agences, justement pour faire en sorte que les projets innovants prioritaires puissent être traités de façon particulièrement rapide, un peu comme on l'a fait pendant la crise Covid sur un certain nombre de projets qui étaient urgents et prioritaires. Il ne s'agit pas de tout prioriser, bien loin de là, mais sur un petit pourcentage du flux et sur des projets sur lesquels on est vraiment en phase avec les agences sanitaires, vraiment essayer de mettre tous nos efforts pour que les délais administratifs, et c'est bien cela dont on se préoccupe, puissent être raccourcis, qu'on puisse vraiment accélérer les innovations. Et je pense que c'est un enjeu majeur, notamment pour les biotech aujourd'hui, puisque 2 ou 3 mois pour une biotech, ça suffit pour lui faire mettre la clé sous la porte, très clairement. On ne peut pas comparer le modèle économique des gros industriels et le modèle économique des biotech. Il faut aller extrêmement vite pour leur permettre de se développer, c'est critique. Et c'est pour ça qu'une structure qui les accompagne de A à Z, qui les prend par la main et leur montre justement où sont les bons guichets, puisqu'il y a des guichets aujourd'hui existants au niveau de la NSM, le guichet innovation-orientation qui fonctionne très bien, je pense. Il y a aussi des fast-track côté HS avec les accès précoces, mais parfois les biotech ne les connaissent pas. Elles ne savent même pas que ça existe. Et l'agence est là justement pour leur dire, voilà, vous avez ce dispositif-là, saisissez-vous-en. Et je pense que ça peut paraître redondant, mais ça ne l'est pas du tout, puisqu'aujourd'hui, personne ne vient vers elles en leur disant, voilà, c'est ce schéma-là qu'il faut, et cette direction qu'il faut prendre. Donc on est là vraiment pour ça. Donc on ne se substitue pas, encore une fois, ni à l'INCa, ni aux agences sanitaires. Et on travaille en lien, main dans la main, au quotidien, avec les universités, avec les CHU, avec l'IGR, qui est le PSCC notamment. Et on fonctionne selon ces logiques partenariales. Et notre objectif, et c'est ça qui est clé dans l'innovation, c'est de faire office de catalyseur, en fait. C'est comme dans une réaction chimique, si vous ne mettez pas les ingrédients les uns avec les autres, ça ne prend pas. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu là aussi. Oui, mais on espère bien que la France va permettre une explosion des innovations dans les années qui viennent. Non, mais réellement, et d'ailleurs c'est l'objectif des bioclusters, et l'agence fonctionne dans cet objectif-là, de faire en sorte que les gens se parlent et fonctionnent ensemble. Je vais vous donner des exemples très concrets sur, notamment, aujourd'hui on a des objectifs à avancer sur la structuration des biobanques des cohortes. Ça concerne beaucoup de parties prenantes, mais aujourd'hui, si on ne fait pas en sorte que se parlent les établissements de santé, les CRB, l'INSERM, si tout ça ne communique pas, on n'arrive pas à avancer. Donc vraiment, je pense que c'est crucial aujourd'hui qu'il y ait une coordination, parce que l'innovation, ça foisonne, tout le monde en fait. On a des incubateurs, des accélérateurs, on a des universités investies, des PUI, des IHU, des bioclusters. Il faut vraiment qu'il y ait une forme de vision globale à un moment pour coordonner et pour faire en sorte que les gens se parlent et fonctionnent ensemble. Bien sûr, mais ce n'est pas incompatible. Le politique ne peut pas tout faire et ne peut pas ne peut pas coordonner lui-même, mettre les gens autour de la table. Et moi, je suis finalement un petit peu cette structure de stimulation, de pilotage et de coordination. Pardon. Les questions dans l'ordre. Pardonnez-moi, je me suis un peu perdue. Sur les pénuries. Alors, ne figure pas dans la lettre de mission de l'agence une mission clairement affichée pénurie de médicaments, bien évidemment, puisque nous ne sommes pas la DGE ni le ministère de l'Industrie. Néanmoins, à travers les enjeux de réindustrialisation, d'industrialisation, notamment en ce qui concerne les bioprocédés et la bioproduction, qui est une des thématiques importantes du plan France 2030 sur la verticale santé, on favorise des innovations en matière de procédés de production qui sont soit plus vertueux avec une décarbonation, soit innovants en matière de ROI, on va dire. Donc je pense qu'à travers ces investissements en matière de bioprocédés, nouveaux bioprocédés ou procédés de production, tout simplement, c'est vertueux et ça va contribuer de façon indirecte à permettre à des projets, puisque souvent il y a des projets mixtes, il n'y a pas que des projets innovants qui sont menés par ces entreprises ou ces projets en matière d'industrialisation et de production. Donc ça va permettre de faire effet de levier et d'amener aussi peut-être des projets de relocalisation de molécules critiques ou même d'API. Donc je pense qu'indirectement ça va contribuer, mais ce n'est évidemment pas le cœur de la mission de l'agence.
Sur le sujet de la fuite des cerveaux également. Donc je citais l'appel à projet qui va être ouvert dans les jours qui viennent, peut-être même aujourd'hui, sur les chaires en santé, qui a été annoncé hier par le président de la République. Donc c'est 50 chaires de recherche en biologie santé qui vont permettre d'attirer et de maintenir sur notre territoire des talents en matière de recherche. Des talents en matière de recherche. On a bien en tête que les talents, c'est crucial. Et d'ailleurs, dans le plan France 2030, il y a un enjeu formation avec un appel à manifestation compétences et métiers d'avenir. Les enjeux de formation et de compétences sont clés pour l'innovation. Et on a aujourd'hui des facteurs limitants importants, notamment sur, ça peut paraître trivial, mais des postes de techniciens, notamment pour tous ces nouveaux bioprocédés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et également des compétences en affaires réglementaires pour permettre de résoudre des problématiques qu'on connaît bien sur les organismes notifiés, puisque c'est ça le facteur limitant aujourd'hui pour avoir des évaluations plus rapides. Donc on est très mobilisé effectivement sur cette nécessité d'attirer en France et de maintenir sur le territoire national. Et on espère vraiment que toutes ces annonces sur la recherche va permettre d'y contribuer. Sur le vaccin, la nécessité d'avoir des vaccins français. Donc on a une stratégie effectivement sur les maladies infectieuses émergentes. Donc on a des appels à projets aujourd'hui en cours effectivement pour contribuer à faire en sorte qu'on ait à la fois une capacité d'innovation, mais aussi de production en France sur le plan de la vaccinologie. On a plusieurs projets qui sont en cours d'instruction, évidemment. Donc on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des choses et on essaie vraiment d'y contribuer. Je pense que la création également d'un biocluster à Lyon autour des maladies infectieuses émergentes va permettre, là encore, d'asseoir une forme de cluster national qui va permettre aussi de rendre plus visible l'investissement de la France en la matière et de permettre de coordonner aussi les travaux sur le domaine à la fois de l'infection et de la vaccinologie. En tout cas, c'est une vraie priorité de France 2030 et nous avons une coordinatrice dédiée sur ces enjeux qui travaille au suivi du plan sur ces domaines. Sur les partenariats avec les autres pays, donc évidemment, l'agence a vocation à... Comment ? Pardon. L'agence est évidemment intéressée de travailler à l'international, sauf que vous comprenez bien qu'on vient d'être lancé, on a des enjeux majeurs et un plan d'envergure à suivre. Donc j'ai recruté une personne au niveau de l'agence qui va nous aider à créer du lien avec l'international. C'est crucial, notamment avec ERA, qui travaille dans cet objectif de préparation face aux crises. C'est important d'avoir ce focus international. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'évaluation des produits de santé, notamment que ce soit les AMM, les organismes notifiés, mais aussi demain l'évaluation HTA, donc Health Technology Assessment, avec notamment ENETA qui prépare les évaluations au niveau européen. Je pense que tout ce qui va concerner notamment les délais d'évaluation, qui sont critiques pour les produits innovants, va se dérouler au niveau européen. Donc il est important qu'on puisse bien suivre ça en lien évidemment avec les agences sanitaires et le SGAE, puisque la France ne parle que d'une seule voix, évidemment, en la matière. Mais on est évidemment très intéressé de suivre de près, notamment, ces enjeux de délai, puisqu'on a des dispositifs aujourd'hui d'accès précoce en France qui sont assez uniques et qu'on ne voudrait certainement pas perdre parce que l'évaluation va se faire demain au niveau européen. Je sais que la HS est très engagée sur le sujet, mais on y sera particulièrement vigilant, parce qu'il est vraiment important d'avoir le maintien de ces dispositifs précoces, y compris dans un contexte européen. En tout cas, pour répondre à la question sur les partenariats avec d'autres pays, on espère évidemment les concrétiser. Pour l'instant, on prend les contacts, bien sûr, et on est en contact d'ores et déjà avec ERA pour ces enjeux, effectivement, de coordination dans l'anticipation de crises sanitaires à venir. Sur le contexte particulier des biotech et des medtech aussi d'ailleurs, effectivement, ce sont des structures tout à fait particulières, puisque le modèle économique n'est évidemment pas simple. Ce sont des entreprises particulières dont le temps de développement est extrêmement long. Il faut entre 10 et 20 ans pour une biotech de pouvoir passer à la clinique et démontrer la valeur de ces innovations. Aujourd'hui, en plus, on est dans un contexte où les fonds d'investissement sont particulièrement attentifs aux investissements qu'ils font et les investissements les plus risqués sont parfois ceux qui ne sont pas privilégiés aujourd'hui. Donc je pense qu'on a un enjeu aussi notamment à faire en sorte que les initiatives telles que les initiatives TIBI puissent vraiment se lancer
et se relancer pour pouvoir contrer un petit peu ce contexte-là, qui n'est pas simple pour les biotech. Je pense que c'est d'autant plus important qu'il y ait un label Agence de l'innovation aujourd'hui qui se mette en place, justement pour leur permettre d'avoir de la lisibilité en France et à l'international pour pouvoir être financés et pour qu'il y ait des investissements. Alors on a commencé à le faire, hein. Le dispositif d'accompagnement de l'agence est d'ores et déjà fonctionnel puisqu'on accompagne d'ores et déjà les 20 premières entreprises lauréates du programme Health 20 de la French Tech avec un partenariat de l'Agence Innovation Santé. Et donc on commence déjà à mettre en musique ce dispositif d'accompagnement pour permettre à ces startups de se déployer. Donc évidemment, donc, il y a tout le travail de l'agence en termes de visibilité pour permettre à des fonds privés de contribuer à aider ces biotech. Le travail également en lien avec BPI France, qui est un contributeur majeur aussi pour les biotech. C'est un opérateur de France 2030, hein, donc c'est un partenaire quotidien avec lequel on travaille évidemment très bien. Et puis vous évoquiez le contexte d'une tarification adaptée au modèle économique même des médicaments de thérapie innovante, avec donc effectivement des traitements one-shot et des persistances, et très chères, hein, de l'ordre d'1 million d'euros notamment, et une persistance de l'effet qui va sur plusieurs années, mais finalement avec un recul encore assez limité, même si parfois il est de l'ordre de plusieurs années, mais on ne sait pas jusqu'où il va. Donc effectivement, on attend avec beaucoup d'impatience également les recommandations de la mission régulation et financement, qui va certainement faire des recommandations. Les réflexions de l'agence à ce stade, elles sont évidemment très préliminaires, mais on a bien conscience que, on parlait de fonds d'investissement, peut-être que l'idée, mais encore une fois, ce que je vais vous dire là ne va pas vous paraître... Nous avons été auditionnés par la mission, effectivement, qui est, je pense, très intéressée notamment sur tout le volet horizon scanning et prospective, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir anticiper et faire des... anticiper l'arrivée de ces innovations dans le domaine du financement, il faut voir sur du pluriannuel et il faut avoir cette capacité à voir loin et avoir un horizon scanning de bonne qualité qui se structure. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en dire un mot, mais on a décidé, dans ce contexte-là, effectivement, de lancer des travaux prioritaires sur les médicaments de thérapie innovantes en matière d'horizon scanning, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à tout. Fonga, à mes côtés, est le seul à travailler sur le sujet au niveau de l'agence, puisqu'on n'est pas très nombreux. Mais en tout cas, il a priorisé les médicaments de thérapie innovante pour nous permettre de lancer des travaux dès maintenant. Et on est en contact, évidemment, avec l'ensemble des interlocuteurs pour déjà rassembler toutes les initiatives qui existent et qui sont nombreuses, puisqu'on ne part pas de rien sur le domaine, mais on va essayer de le structurer pour permettre de donner de la visibilité. Donc c'est le sujet prioritaire sur lequel l'agence s'est investie, effectivement, ce domaine de l'horizon scanning. Et après, effectivement, on n'a pas la solution miracle pour travailler sur la tarification, mais effectivement, l'échelonnement sur du pluriannuel, ça paraît évidemment important. Et il y a aussi l'enjeu peut-être de réfléchir à des systèmes effectivement de fonds d'amorçage, de fonds d'investissement qui permettent un petit peu qui sont un peu disruptifs et qui permettent de passer des caps un peu compliqués où on va avoir à finalement absorber des coûts majeurs, surtout que ces innovations arrivent dans des indications parfois plus larges que celles développées jusqu'à présent, où c'était des indications de niche dans des sous-groupes de population très restreints. Merci. Nous en avons terminé, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, merci, hein, vous avez été mis sur le grill sur cette... C'était un plaisir, merci beaucoup. Mais c'est important pour nous de voir en effet comment vous situiez dans ce paysage. Et comme il y a beaucoup d'annonces sur l'innovation, enfin pour ma part, les choses se sont clarifiées. Voilà. Et puis je suis à votre disposition évidemment, d'une part pour clarifier les points qui mériteraient de l'être, et l'agence étant une structure en construction et assez qui peut évoluer. Donc moi je vous invite aussi, et c'est vraiment l'appel que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment co-construire aussi la feuille de route de l'agence, et si vous sentez que possiblement on part dans la mauvaise direction ou qu'il y a des choses qu'il faut ajuster, moi je préfère qu'on y travaille aujourd'hui ensemble plutôt que dans 10 ans on me dise que je suis partie à côté. Donc vraiment moi c'est aussi un appel d'ouverture en disant que je construis avec les régions aujourd'hui, mais voilà, je suis à vos dispositions pour y travailler. Vous pouvez compter sur nous pour vous faire part de nos remarques. Il y a différents rapports. On voit beaucoup de gens sur l'innovation. On reçoit beaucoup de personnes dans des domaines aussi bien la cancérologie, bien évidemment, mais que ce soit sur les maladies neurodégénératives, d'autres pathologies. Et c'est vrai que la prévention, il y a sûrement à mettre la place de l'innovation en matière de prévention, où là, il y a un retour sur investissement non négligeable. Si on veut financer tous les médicaments de thérapie innovante qui arrivent, qui sont très chers. Oui. Ah, mais ça, pour financer tous ces médicaments innovants très chers qui arrivent,
il va falloir se trouver des marges de manœuvre. Il y en a plusieurs et je pense que la prévention est à court terme une des marges de manœuvre les plus importantes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.